Sur Actu et Débat, ce lundi, il va s'agir entre autres de la passation de service tout à l'heure à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Nous allons également nous intéresser aux nouveaux recrues de la police républicaine et pourquoi pas au procès du code électoral du Bénin au Parlement de la CEDEAO. Un visuel à propos agite depuis un moment la toile. Nos partenaires du lundi sur cette émission sont déjà en studio. Merci de vous installer, chers amis auditeurs. Julien Kitty et Alphonse Moïse Soudé sont en studio. Bonsoir, chers invités. Bonsoir, Brice Bilaïti. Bonsoir, Boubi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Édouard Loko, officiellement investi dans ses fonctions de président de la HAC, après 5 années passées à la tête de l'institution, Prosper Moretti a entre autres rappelé les chantiers en suspens. Il s'agit notamment de la réforme dans les médias initiée par le président Patrice Talon, la rélecture du règlement intérieur de la HAC, etc. On écoute Prosper Moretti. Aidez-moi, tout d'abord, en ces instants pleins de charges émotionnelles, de rendre grâce à Dieu qui nous a permis de voir ce jour et de nous rassembler ici pour saluer la fin de ma mission à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Je voudrais ensuite, du fond du cœur, remercier son Excellence, Monsieur le Président Patrice Talon, pour la marque de confiance placée à ma modeste personne en me nommant président de la HAC 6e mandature en une période sensible, exaltante et déterminante de la vie de notre institution. Je me dois sincèrement de remercier les cadres, le personnel de la HAC, les présidents des organisations fêtières des professionnels des médias pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin que nous puissions ensemble relever les grands défis auxquels nous avons été souvent confrontés durant ces 5 dernières années de travail. Monsieur le Président entrant, je me retourne à présent vers vous pour vous présenter mes vives et sincères félicitations. Que Dieu vous fortifie et vous guide dans l'accomplissement de votre mission. Prosper Moretti à l'instant, ancien président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Le nouveau président Édouard Loko a lui annoncé de grands chantiers pour la presse béninoise et pour le bien-être des professionnels des médias. Je dis toute ma gratitude au président de la République pour avoir porté son choix sur ma personne pour inaugurer les noces de perles d'une institution dont le domaine de régulation n'est pas à la fête, à proprement parler. La profession ne se porte pas très bien, pas bien du tout. Certains amis pour me taquiner disent c'est le truc qui connaissait la maison. Non, ce n'est pas ça. Je suis l'initié qui revient au couvent. Et le moins qu'on puisse dire est que les dignitaires ne se portent pas bien. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont les grands prêtres, comme les présidents d'associations, les journalistes qui sont les prêtres. Les adeptes le disent, même les spectateurs le disent. Le président de la République a certainement voulu maintenant renvoyer la balle dans notre camp. C'est pour ça qu'il a choisi un ancien vice-président de la HAC, il y a 10 ans, un ancien président du patronat, il y a 16 ans, un ancien président de l'ODEM, il y a 23 ans, pour diriger l'institution. Mais mon atout principal, je ne crois pas que ce soit mes anciennes fonctions. Mon atout principal, je crois que ma HAC est bien constituée. J'ai la chance d'avoir 2 anciens qui ont été reconduits, donc les conseillers Baguidi et Ahonoukun, désormais bardés d'expérience. 2 juristes pratiquants aguerris, mon grand frère, avocat diplomate, et le greffier sortant de la cour de Latitengu. Édouard Loko, nouveau président de la HAC. Alphonse Moïse Soudé, vous venez de suivre les 2 présidents sortant et entrant de l'institution. Vos impressions à la suite de cette écoute? Les espoirs placés en Prosper Moretti n'ont pas abouti. Sinon, le chef de l'État lui aurait renouvelé sa confiance. Nous connaissons le mode opératoire du président Patrice Talon. Quand vous avez fait le travail qu'il vous a confié, il vous renouvelle sa confiance. Certainement que la confiance placée en Prosper Moretti s'est érodée. Et vous allez constater, tout ce qui avait été nommé par le président de la République ont été balayés. Ça veut dire que le cahier de charge a eu confié n'a pas été exécuté. Donc, il a proposé de nouveaux hommes. Donc,
Édouard Loko, c'est vrai que c'est l'initié qui revient au couvent, mais les réalités du couvent ont évolué. Il a pris des engagements. Il sait que au niveau de la presse, on ne se porte pas très bien. Il a dit. Oui, il est porteur d'un ensemble de réformes et je crois que j'espère qu'il aura les moyens de les mettre en chantier. Surtout que, comme je l'ai dit, il fera pas de miracle. Hein, il fera pas de miracle. Il est en mission pour le chef de l'État et ça, il faut le reconnaître. Il peut pas d'un seul coup tout changer. L'essentiel pour moi, comme je l'ai toujours dit, c'est que désormais le journaliste soit fier d'être journaliste, parce qu'il y a beaucoup d'intrus dans la profession. Je n'ai rien contre personne, mais je dis il faut qu'on nettoie la maison, et que qu'on sache qui est journaliste. Est-ce que c'est forcément le porteur de cadres de presse qui est journaliste? Nous savons les conditions dans lesquelles les patrons de presse obtiennent les cadres de presse pour ceux qui travaillent pour eux. Donc il faut que désormais l'on soit fier, que l'on puisse bomber le torse pour dire je suis journaliste au Bénin. S'il peut déjà en 5 ans redonner aux professionnels des médias leur image d'entretemps pour qu'on puisse respecter désormais le journaliste, pour que le journaliste puisse vivre. Parce que j'ai dit la dernière fois, c'est normal qu'encore dans certaines rédactions, que les gens soient payés en dessous du SMIC et que sur le terrain deviennent pratiquement des mendiants. Il faut qu'on fasse désormais, qu'on puisse respecter ce principe-là. Le journaliste est différent du communicant. Si vous voulez faire de la communication, vous déposez votre carte de presse. Il faut que ces réalités-là, qu'on puisse les respecter, que la maison, que l'écurie soit nettoyée et que désormais, à la fin de son mandat, qu'on puisse dire, il a pu réussir cette réforme-là, parce que si les journalistes se portent bien dans les rédactions, forcément, la presse aura une bonne image. Julien Kitty, vous avez suivi Édouard Loko, nouveau président de la HAC, l'initié qui revient au couvent, comme il le dit si bien. Il a reconnu que la profession ne se porte pas bien. Je voudrais, Brice Bila Itidi, que vous me permettiez, en ce moment où vous me demandez de réagir sur l'entrée en fonction du nouveau président de la HAC, les tout premiers mots qui ont été les siens, que vous me permettiez de m'incliner sur la mémoire d'un confrère, ami et frère qui vient de perdre la vie, François-Xavier Noumon, qui est de la télévision E-Télé, avec qui j'ai été suffisamment proche, en tout cas pour vivre les passions professionnelles à travers des émissions qu'il animait, auxquelles il me faisait l'honneur de m'inviter. Et puis, pas plus tard qu'il y a 72 heures, on se parlait. C'est lui qui se préoccupait de moi, ma santé, parce que je lui disais que c'était pas la grande forme. Il me disait de prendre soin de moi. Mais comme quoi, devant le mystère de la mort, on ne peut rien. Donc, prenons soin de nous, paix à son âme. Il aura fait ce qu'il pouvait de son vivant. Les voies de Dieu sont insondables. Donc, mes condoléances à sa famille et puis à la famille professionnelle. Soit dit en passant, cela dit, excusez-moi, sur les premiers mots et les engagements de Édouard Loko, moi je voudrais d'abord me satisfaire d'avoir entendu le Édouard Loko que je connais. Déjà dans la voix, dans les mots utilisés, là, vous sentez cette simplicité qui le caractérise et ce langage franc qui le caractérise. C'est vrai, c'est le premier discours qu'il est en train de faire en tant que président de la HAC. D'aucuns me diront que quand il va rentrer dans l'opérationnel, face aux réalités de l'exercice du pouvoir de président de la HAC, il pourra adopter un autre discours, mais comme lui-même l'a rappelé, on a déjà vu Édouard Loko dans d'autres positions. On l'a même vu chargé de mission du président de la République. C'est vrai que ce ne sont pas les mêmes pouvoirs, mais Édouard Loko, sa nature va toujours parler. Et puis qu'il ait déjà le courage de dire, de ne pas tenir un langage politique et de dire que la profession ne se porte pas bien. Et ça, l'image qu'il a utilisée me plaît beaucoup lorsqu'il compare. Il assimile la corporation au couvent et lui, l'initié qui revient au couvent, je dois dire qu'ils disent que les divinités ne se portent pas bien. Lorsque dans un couvent, ce ne sont pas les adeptes simplement qui se plaignent de quelques bobos et que ce sont les divinités qui ne se portent pas bien, ça veut dire que le sacré qui se trouve, qui fait même la quintessence, le terreau, la racine même du couvent, est menacé. À partir de ce moment,
tout dignitaire, tout haut dignitaire placé sur le trône comme il est aujourd'hui, qui ne prend pas les mesures hardies pour que les divinités puissent bien se porter, pour que le couvent puisse continuer à exister, ça veut dire que toute la communauté sera menacée. C'est une question de vie ou de mort. Moi qui ai grandi dans un village, merci à Edouard Loko d'avoir compris que c'est un sacré boulot qu'on lui confie. Et contrairement à ce que dit Moïse, qui dit qu'il ne fera pas de miracle, non, on n'envoie pas des gens à la HAC pour faire des miracles, on les envoie pour exécuter, accomplir une mission qui est connue. Tout mal que vous voulez guérir, lorsque le diagnostic est positif, est sincère, pertinent, vous y arrivez si vous êtes compétent. Il a fini. Nous pensons, nous avons la faiblesse de penser qu'il est compétent pour la fonction dans laquelle le chef de l'État a bien voulu l'installer. Lui-même, il se dit initié qui revient au couvent, ça veut dire que ce qu'il sous-entend par là, l'initié qui connaît très bien le couvent, est parti pour aller découvrir même les aspirations de la communauté qui se délecte de l'aspect culturel qu'on sort du couvent. Pour avoir été donc chargé de mission du président de la République, si on considère que le président de la République ne connaît pas nos réalités de la corporation comme nous-mêmes, que le chef de l'État nomme un professionnel des médias à la tête de l'institution et qui connaît encore les aspirations du chef de l'État lui-même, pardon, et de la volonté du chef de l'État lui-même, son ambition pour la presse béninoise, ça veut dire que Edouard Loko n'aura pas l'excuse de dire je ne savais pas que le chef de l'État regardait la presse de cette façon, voulait qu'elle soit ainsi. Il ne dira pas non plus, je ne savais pas que les acteurs des médias veulent que leur profession soit ainsi. Donc, inutile. Et puis, il vient encore, lui, même s'il n'y avait pas un rapport d'études pour aller vers les réformes sur les médias sur la table de la HAC, eh bien, Edouard Loko pouvait s'en sortir. Raison de plus pour s'en sortir maintenant qu'il y a un rapport, donc il y a des données qui ont été collectées, un rapport déposé à la présidence de la République. Je suppose que quand ce rapport avait été déposé par le président de la HAC, Moretti, l'ancien président de la HAC désormais, au palais de la présidence, il fait partie de ceux que le chef de l'État a dû appeler pour dire regardez-moi ça. Qu'il revienne ce rapport en poche, en poste au niveau de la HAC. Et j'ai entendu le porte-parole du gouvernement dire, avec un professionnel comme lui à la tête de la HAC, s'il y avait même encore des possibilités d'optimiser ce rapport, j'entends par là possibilité d'approfondir la collecte des données pour aller vers des réformes assez pertinentes qui permettent au professionnel des médias lui-même de se sentir bien socialement et économiquement pour avoir la tête sur les épaules pour bien exercer sa profession, que le professionnel des médias qui est bien formé pour exercer ce métier, qui ne s'est donc pas trompé de métier, eh bien puisse être fier de dire j'ai choisi un métier à part entière, pas le métier dans lequel tout le monde rentre comme pour devenir Zémilian à Cotonou, et que celui qui par accident, par effraction est rentré dans la profession aussi et qui après s'est développé quand même une passion qui vient, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, puisse comprendre que en cours d'exercice, on peut toujours s'arrêter, faire les renforcements de capacités qu'il faut et aller vers la qualification qu'il faut pour s'en sortir. Donc, les chantiers sont connus pour moi. Je ne dirai pas qu'il ne fera pas de miracle, parce que dire ça dans les oreilles de Edouard Loko, c'est lui trouver d'avance des excuses pour qu'à la fin, ils disent, pour tout compte fait, vous saviez que je ne ferai pas de miracle. Non, il fera les résultats qui sont attendus de lui, et dans 5 ans on aura, maintenant que ça peut être renouvelé, pourquoi pas, on verra bien. Moïse il s'est regardé dans la boule de cristal pour savoir que le chef de l'État n'a pas renouvelé le mandat à Moretti parce qu'il n'a pas accompli sa mission. Moi c'est vrai, je suis d'accord que la HAC Moretti est resté un peu recroquevillé pour ne pas avoir le courage d'aller vers les patates chaudes, mais après peut-être que le chef de l'État a un autre agenda par rapport à celui qui est désormais ancien président de la HAC. Bon, on attend dans 5 ans, mais on n'attendra pas 5 ans. Chaque semestre pratiquement, on fera le bilan et on dira à Edouard Loko, que je sais a une
une oreille très attentive et plaise à Dieu qu'il reste toujours simple comme avant. Depuis qu'il est nommé, moi j'ai déjà parlé avec lui, je n'ai pas vu une autre personne. Dans son discours de prise de fonction, je n'ai pas entendu un autre Edouard Loko que j'ai connu depuis les années Habitat à Papa, les années Écho du jour. Il sait de quoi je parle. Alphonse Moïse Soulé. Non, moi je n'ai pas besoin de regarder. Jules a dit qu'il fera des miracles. Écoutez, moi les compétences, il en a. Les aptitudes, il en a. Mais n'oubliez pas qu'il vient de milieu politique. Personne ne peut me dire le contraire. Il n'a pas été élu par les professionnels. Mais pourquoi vous opposez, vous voulez ériger le milieu politique en milieu hostile à l'érection d'une presse professionnelle? C'est ce que vous dites, c'est l'image que ça projette. Non. Pourquoi vous pensez que le chef de l'État devrait avoir pour dessein de faire de sorte à ce que la presse béninoise soit aliénée, que les acteurs soient vulnérables, soient dans une grande vulnérabilité? Non. Maintenant, si vous érigez... On va écouter Alphonse Moïse. Oui, allez-y. Ok. On parle de réforme. Je ne sais pas si un journaliste béninois peut me dire quelles sont les réformes proposées. Parce que vous ne pouvez pas faire les réformes contre les professionnels de la chose. Est-ce qu'on a soumis ces différentes réformes à qui de droit? Parce que si vous voulez faire des réformes... Aux acteurs de la corporation. Oui, c'est ce que je dis. Moi, je suis d'accord que le chef de l'État, il a entrepris des réformes un peu partout. Mais vous allez voir, dans certains milieux, les réformes n'ont pas abouti parce que les premières personnes concernées ne savent pas de quoi on parle. C'est ça la réalité. Moi, j'ai écouté... Il est compétent, il est bon, il peut faire le job. Mais il vient d'un milieu politique et parfois il est limité dans ses prises de responsabilité. On ne peut pas se tromper sur ça. On ne peut pas se tromper sur ça parce qu'il est venu pour faire des réformes. Mais il faudrait que les réformes soient soumises à les premières personnes concernées. Moi, je suis d'accord qu'au niveau de la presse, il faut faire le ménage. Il faut faire le ménage. Et je suis d'accord. Maintenant, les différentes réformes que l'on veut opérer au niveau de la HAC, est-ce que les professionnels des médias, est-ce que les fêtiers sont informés? Est-ce qu'un travail de sensibilisation, un travail d'information a été fait par rapport aux professionnels? Moi, c'est ce que je dis. Ce qui est sûr, et il va faire ce qu'il peut faire, mais il y a des limites en toute chose. L'essentiel pour moi, et j'ai été clair, il faut désormais que nous ayons des journalistes responsables. Le chef de l'État en 2015-2016, quand il faisait la campagne pour être président de la République, le candidat Patrice Talon l'a dit forcément qu'il faut que désormais les journalistes soient des journalistes responsables. Donc il faut qu'on aille à cela. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut, et Kitty a confirmé ce que j'ai dit, il faut qu'on soit fier d'être journaliste. Il faut que celui qui est journaliste puisse désormais vivre de son métier. Il faut que les journalistes soient bien formés à l'éthique et à la déontologie. Il faut que ça soit des gens vraiment professionnels. Il ne faut pas que ce soit des étudiants qui ont de la plume qu'on va chercher, qu'on met dans les rédactions. Ça, c'est l'essentiel pour moi. Le reste, s'il y a des réformes à faire, j'estime qu'il faut associer les concernés, parce que quand vous regardez un peu dans les autres secteurs où on a fait des réformes, certaines réformes ont du plomb dans l'aile parce que les personnes concernées ne sont pas associées, leurs avis n'ont pas été... on n'a pas demandé leurs avis avant de mettre les réformes en chantier. Sinon, le reste, il a montré de quoi il est capable. La personne, Edouard Loko, journaliste, il est bon. Mais il n'est pas le seul à la HAC. Il peut pas s'imposer aux autres. Il y a des limites à ne pas franchir. Il le sait très bien, même quand l'image qu'il prend. Un initié qui revient au couvent ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des principes dans chaque couvent. Il y a des normes qui sont respectées dans les couvents. Si vous ne voulez pas... Il en a connaissance. Il en a connaissance, d'accord, mais entre-temps, les réalités ont évolué. Et quand je dis que le chef de l'État n'a pas renouvelé sa confiance à Moretti, on a observé sur le terrain. Je n'invente rien. Tout le monde a vu le travail qui a été fait parce que les tests ont été votés pour que désormais ça ne soit plus un mandat. Quand vous renouvelle le mandat, si vous avez fait un bon travail et que celui qui vous a nommé est satisfait, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas ramené. Donc je dis, Edouard Loko vient pour faire un travail, il a dit lui-même. Et je dis, il ne faut pas qu'on attende de lui de miracles.
C'est ce que je dis. Je ne vais pas dire qu'il ne va pas travailler, mais il ne faut pas attendre de lui de miracle, parce que les gens sont en train de mettre le niveau là-bas à un niveau très élevé. Non, excusez, je vais être un peu trivial. Il ne peut pas péter plus haut que son cul. C'est ça, c'est ça. Donc il faut qu'on l'encourage dans le travail qu'il veut faire pour qu'il aille de l'avant, mais n'attendons pas de lui de miracle. Ça, c'est Alphonse Moïse Soudé qui le dit. Nous avons 5 ans pour la faire évaluer. Très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais nuancer quelque chose. Lorsque Moïse Soudé pose avec insistance la question de savoir si les acteurs directs des médias, leurs avis ont été requis pour aller dans les réformes. Oui, je réponds oui. Est-ce qu'ils sont associés? Je réponds grandement oui. Après, on fera le débat des responsabilités qu'ils prennent eux-mêmes. Je défie les... Il n'a pas que dit ça. Il s'est demandé si les acteurs ont connaissance du contenu de ces réformes-là. Mais ils ont connaissance de ça. Là, nous sommes en train de parler sur une radio qui est très bien écoutée. Je défie la présidente de l'UPMB de venir dire que elle n'est pas informée de ce qu'on a prévu comme réforme, tout au moins de ce dont son syndicat a été informé, de ce que on veut faire comme réforme et quelles sont les contributions qui sont demandées à l'UPMB. L'UPMB elle-même qui a sensibilisé les professionnels des médias pour donner leur avis. Mais il y a des gens qui ont été saisis directement. Moi, par exemple, j'étais, pendant que on était la HAC était à une phase quand même importante de collecte des données, j'étais en position de communicant, j'étais pas en position de journaliste au quotidien de la profession, mais j'ai eu l'honneur de recevoir un questionnaire assez lourd qu'on m'a envoyé personnellement. Parce que certainement dans les réflexions au niveau de la HAC, on s'est dit oui, c'est un professionnel des médias qui peut avoir des idées aussi, et ça c'est venu après, ça ne m'a pas trop surpris, c'est venu après ma participation à un atelier de la HAC sur l'évaluation des élections passées, et où j'avais déjà été abordé par des conseillers à la HAC pour dire mais vous avez des idées qui peuvent nous intéresser et tout. J'ai connaissance j'ai eu les confidences de beaucoup de professionnels des médias qui ont reçu ces questionnaires-là. Et j'ai lu des messages qui ont invité les professionnels des médias à aller télécharger ce questionnaire-là, à le remplir. Mais est-ce que c'était le seul pan, la seule méthode, le seul outil qui a été utilisé pour collecter les données, aller vers ces réformes? Je ne sais pas. Mais de ce point de vue, les professionnels des médias, les fêtières, l'UPMB et puis le CNPA avaient tout le loisir de réfléchir en amont, et j'ai toujours dit que les professionnels d'un domaine, les acteurs directs d'un domaine viennent pleurer après sur le lait renversé. On ne peut pas continuer d'agir ainsi. Les premiers à réfléchir à la vie, à la survie de leur corporation, c'est encore nous, professionnels des médias. Et on devrait donc la HAC, dès que le chef de l'État a demandé à la HAC d'aller vers des réformes, les premiers documents, les premiers rapports, les premières suggestions qui devraient venir des professionnels, des acteurs, des médias eux-mêmes. Et on devrait tellement bombarder la HAC et le gouvernement de propositions que la HAC, quand elle va commettre n'importe quel cabinet, le cabinet n'aura plus autre chose à faire que de prendre le maximum, de recopier à la limite ce que les professionnels des médias auraient dit, de l'habiller un peu pour être payé pour son job. Donc si un travail suffisant n'a pas été fait à ce niveau, j'ai entendu quelques professionnels des médias dire on ne nous a pas suffisamment consulté, ça n'a pas été suffisamment large. Et quand j'entends le gouvernement être ouvert, je parle la voix de son porte-parole, dire que avec la HAC, la mandature qui s'installe, dirigée par un professionnel des médias, il y a toujours possibilité d'optimiser le rapport. Et dans cette expression, pour moi, le président de la HAC devrait s'y engouffrer et pouvoir donc profiter de cette ouverture pour renforcer la collecte. Et demander, pourquoi pas, s'il y a encore des groupes ou des personnes, des individus, acteurs des médias, qui ont des propositions à envoyer pour que on ait des réformes. Donc, si on doit encore chanter comme les syndicalistes l'ont fait quelque part, pour se voir exclus d'une institution de la République, eh bien, ou voir des journalistes exclus de la Commission béninoise des droits de l'homme, écoutez, on n'ira pas dans ce sens. On peut dire c'est peut-être
pas suffisant, mais dire qu'ils n'ont pas été consultés, c'est pas vrai. Nous avons les principes de sondage. Ceux qui font la statistique, ils savent. Nous avons les principes de sondage. Je suis d'accord, les fiches sont arrivées, les gens ont rempli. On a dépouillé les fiches, on a interprété les fiches. Est-ce que le rapport final, les gens ont obtenu le rapport final? C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas. Les gens on a dit de télécharger, certains ont travaillé sur les fiches, on les a collectés. Ah, mais les premiers mots que vous avez utilisés, si moi j'étais un auditeur et j'ai souvent préféré me ramener au niveau de citoyen lambda. Oui. Si moi j'étais auditeur, quand je vous entends dans votre première prise de parole là-dessus, sur la question, je retiens que le gouvernement et la HAC sont restés entre les quatre murs là-bas et ont monté des projets de réforme. J'ai dit, est-ce que les professionnels des médias sont informés des réformes qu'on veut leur appliquer? C'est justement même la fiche que moi j'ai reçue. Quand on a fini de collecter les informations, qu'on a traité les fiches, il doit avoir un rapport. Il y a eu des ateliers. Je ne suis pas, je n'ai pas travaillé à la HAC, mais l'honnêteté intellectuelle m'impose de dire ce que j'ai su. Il y a eu des ateliers avec les professionnels des médias. La HAC a peut-être commis l'erreur de ne pas inviter M. Moïse Soudé, alors que... Des ateliers de restitution. Oui. Et j'ai... Apparemment, vous ne voulez pas me comprendre. Je dis, est-ce que vous avez, vous, Julien Kitty, le rapport final, vous l'avez? Mais le rapport final, je ne l'ai pas, mais je ne suis pas prêt. Non. Là où je suis avec vous. Non, vous n'avez pas ma réponse. Non, vous n'avez pas ma réponse. Non, la réponse que j'ai Parce que quand on fait des ateliers, quand on fait des sondages, il y a des interprétations. Les éléments retenus à la fin, vous les avez sous la main? Non, c'est la question que je pose simplement, je ne vais pas loin. Non, là où je trouve votre démarche détestable, c'est que vous voulez ramener la chose à nos personnes individuellement. Je vous ai dit que moi, je ne m'attendais même pas à ce que personnellement, on m'adresse cette fiche-là. Parce que je n'étais pas en position... Mais il faut quand même que le rapport soit vulgarisé. Maintenant, attendez. Oui. Que le rapport soit vulgarisé. Faisons la différence entre les choses. Moi, je respecte le niveau de chacun de nous ici. Autant je veux qu'on respecte mon niveau. J'ai travaillé dans un cabinet d'expertise une fois. Il faut faire la différence entre les termes que nous utilisons. Le rapport, d'accord, d'une étude est différent des résultats bruts d'un sondage qui est fait. Est-ce que quand on finit après les méthodes, la méthodologie de travail, est-ce que tous ceux qu'on a enquêtés, d'accord, tous les journalistes individuellement qui ont rempli ces questionnaires sont des enquêtés? Est-ce que on a obligation après de prendre le rapport là, c'est-à-dire que la synthèse qui est faite des résultats collectés, de leur analyse là, de l'envoyer à chaque enquêté? Est-ce que la méthode d'atelier où on demande de restitution, où on demande aux associations fêtières de dégager des gens et que la HAC aussi travaille ensemble avec elles pour identifier le nombre soutenable d'acteurs des médias qu'on peut inviter à cet atelier ou à ces ateliers de restitution? Est-ce que ce n'est pas une bonne méthode aussi pour informer les professionnels des médias des résultats? Je n'ai pas dit que c'est faux. Attendez, quand on a fini de faire ça, est-ce que ça ne revient pas aux associations professionnelles dont ceux qui ont participé à ces ateliers-là, mais c'est un échantillon de toute la Congo. On ne peut pas inviter tous les journalistes. Mais là, quand ils ont fini de faire ça, les associations professionnelles sont là pour quoi? On devrait organiser la vulgarisation de toutes les rédactions. Alphonse Moïse Soudé, là où Alphonse est en train de pêcher, et c'est pour la première fois je le vois réfléchir de façon aussi mécanique. Quand vous me demandez si moi, j'ai le rapport sous la main, et je vous réponds non, et cela suffit pour que vous justifiez le fait que vous affirmiez que les professionnels des médias ne sont pas informés des réformes qu'on veut faire dans le secteur. Je dis non, ce n'est pas normal. Monsieur, et depuis là encore, là vous jouez avec l'esprit des auditeurs. Je n'ai pas fait. Il ne faut pas faire. Donc accusez directement alors. Il ne faut pas faire de la manipulation. J'ai dit. C'est une phrase interrogative que j'ai formulée. Mais nous sommes des professionnels. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit être en train d'utiliser la forme. On va écouter Alphonse Moïse. J'ai bien dit. Est-ce que les professionnels des médias
sont informés des différentes réformes qu'on veut leur appliquer. Ma question est aussi simple que ça. Quand on a fait un atelier, et un atelier est sanctionné par des rapports. Quel est l'appel, Alphonse Moïse? Quel est l'appel que vous avez? Une chose. Oui. Les fêtiers, parce que je n'ai pas parlé de la Hague, j'ai bien parlé des fêtiers. Des fêtiers. J'ai parlé des fêtiers, je n'ai pas parlé de la Hague. Ça veut dire que si on réécoute la bande, peut-être que vous êtes allé jusqu'à dire est-ce que les fêtiers également sont informés? Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous n'accusez pas les fêtiers? Vous pouvez me laisser finir. Oui, allez-y, vous m'empêchez de parler. Allez-y rapidement, on va boucler sur ce sujet. Seul Dieu peut m'empêcher de parler. Je dis ce que je pense. Je dis une chose, moi je n'ai pas besoin qu'on invite Alphonse, non. Allez-y, je dis une chose. Quand on a fini de faire les sondages, quand on a fait l'atelier de restitution, tout le monde n'est pas allé à l'atelier de restitution. Tout le monde ne peut même pas y aller. Les ateliers sont sanctionnés par des documents. Est-ce que les documents sont allés vers les personnes concernées? Parce que même quand vous assistez à un atelier, à la fin de l'atelier, le document final, on vous le donne. On vous le donne. Est-ce que tous ceux qui ont participé aux ateliers ont eu ça? C'est ce que je dis. Moi, je ne dis pas de ne pas faire des réformes. Justement, je dis, il faut que ceux à qui on veut appliquer, parce que quand vous regardez un peu les réformes qui ont été faites au Bénin, il y a certaines réformes qui n'ont pas abouti parce que les gens sont restés réticents face à ces réformes, parce qu'ils n'étaient pas en amont, ils n'étaient pas informés. Je vous donne un simple exemple. Quand cette affaire après 20 ans dans l'armée, il faut vous mettre à la retraite, c'est quand on a voulu appliquer la loi que les intéressés ont su que cette loi existait. Parce que quand au moment où on a voté la loi, par exemple, personne n'est allé vers les cohabillés pour leur dire désormais, voilà la loi qui vous sera appliquée. Je dis la même chose. Je vais vous entendre, Alphonse Moïse Soudé, sur votre invite aux associations professionnelles et aux acteurs eux-mêmes, parce qu'on attend beaucoup de cette 7e mandature. On va pas quand même rester les bras croisés. Non, il faut qu'on va tout le temps accuser les autres de ne pas faire bonne si les fêtiers quels devront être leurs rôles? Il faut sensibiliser, il faut faire tourner dans les rédactions, ceux qui ont des rédactions, informer les gens. Là, je suis d'accord. Ou rendre le document disponible. Ok, d'accord. Donc, si les gens n'ont pas, si le document est rendu disponible et que maintenant ils n'ont pas lu, ça c'est encore un autre péché. Mais rendez d'abord le document disponible. C'est aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas vu le document et c'est pourquoi j'en parle. Sinon, si je l'avais vu, je l'aurais lu et dit, moi je n'ai pas peur de dire mes opinions sur ce qui se fait. Merci. Mais si les professionnels des médias, parce qu'il y a qu'il faut reconnaître que les fêtiers ne font pas suffisamment de bruit dans cette affaire-là. Il y a des gens qui sont dans les rédactions qui ne sont informés de rien. On les exploite. C'est là où je suis d'accord. Donc, si un document existe, il faut que ceux à qui on veut appliquer ces réformes-là soient informés. Puisque la Hague Moretti ne manquait aucune occasion pour dire j'ai associé, j'ai dit, j'ai donné document. Si au niveau des fêtiers, personne ne se lève pour dire vous n'avez pas donné, c'est faux. Si moi je suis président de l'UPMB ou de CNPA, vous pouvez être président de la Hague au cube. Si vous affirmez que vous m'avez donné un document que je n'ai pas eu, je vous dis frontalement, vous avez menti par un autre. Je vais vous donner avant de savoir Julien Kitty, quand les gens faisaient encore agenda de la presse, au moins l'UPMB passait des informations pour dire aux gens de passer au siège de l'UPMB pour prendre l'agenda. Si le document existait là-bas, on aurait pu passer des communiqués pour dire ceux qui veulent prendre connaissance de passer là-bas, prenez. Quand des confrères l'UPMB fait des communiqués, on va passer à un autre sujet. Quel pense aussi à faire des communiqués pour ça. Finalement, vous me rejoignez. Je vous ai poussé à être plus précis dans votre... J'ai toujours été précis. Parce que vous savez on va passer à un autre... Ils savent ce qu'il y a à faire. On va passer à un autre sujet. De nouveaux agents dans les rangs de la police nationale. Ces agents ont récemment achevé leur formation professionnelle et sont prêts à être déployés au sein des différentes unités et structures de la police républicaine selon leur premier responsable que nous écoutons. Dans son programme d'action, le gouvernement a acté le recrutement sur 5 ans de plusieurs promotions de 2000 jeunes policiers pour donner du sang neuf à la police républicaine au fin de relever les nombreux défis sécuritaires qui se posent à notre pays. Poursuivant la mise en œuvre de cette noble ambition du gouvernement de renforcer la sécurité des populations, la police républicaine accueille solennellement dans ses rangs à compter de ce jour 710 nouveaux agents de police
constituant la deuxième vague de la promotion 2022 qui compte au total 2000 agents. Ces jeunes policiers, avant d'être à l'École nationale des brigadiers et agents de police, où ils viennent de finir leur formation professionnelle, avaient suivi pendant 3 mois au centre de formation militaire de Libereke, avec leurs homologues d'autres forces de défense et de sécurité, une formation commune de base essentiellement militaire, couronnée par leur présentation au drapeau et à la remise de fourragères. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, à l'instant, la cérémonie officielle marquant leur mise en service s'est déroulée sous la présidence du ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique. La présente cérémonie constitue assurément un moment important dans la vie de ces élèves car désormais, ils sont suffisamment outillés pour intégrer la grande famille de la police républicaine et ce au prix d'énormes sacrifices consentis durant 12 mois de formation, dont 3 passés au centre de formation militaire de Bembereke. En cette heureuse occasion, je voudrais tout d'abord féliciter solennellement l'ensemble des stagiaires devant leur famille et toute la hiérarchie de la police républicaine et leur souhaiter une brillante et riche carrière professionnelle dans cette noble corporation. Chers récipiendaires, vous avez choisi librement de servir la nation en vous engageant à la police républicaine pour assurer la sécurité de vos concitoyens. Cela me conforte dans ma posture du détenteur du portefeuille de la sécurité publique au sein du gouvernement. Alassane Seydou, ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique. Alors, un gros effectif, Jules, un effectif qui vient grossir, j'allais dire, les rangs de la police républicaine. La sécurité des Béninois se trouve-t-elle de plus en plus renforcée? Oui, au premier degré, on peut dire oui, parce que plus de policiers, plus de sécurité pour les Béninois. Mais est-ce que de la statistique sur papier à la réalité du terrain, est-ce que ceci cause forcément cela? Je ne sais pas. Mais a priori, ça doit être ça, parce que je sais que la police républicaine béninoise a bonne réputation. La formation qui est en train d'être donnée à la police, aux élèves policiers aujourd'hui, elle est encore plus corsée. Vous avez entendu le ministre de la Sécurité le dit, 12 mois de formation, dont 3 au centre militaire de Bembereke. Lorsqu'on dit centre militaire, vous savez ce que ça veut dire. Avant, on faisait encore un cloison étanche entre la formation militaire et la formation des policiers en disant que la formation militaire est à part. Ce qui faisait d'ailleurs la fierté des gendarmes qui disaient qu'ils avaient une formation militaire contrairement à celle des policiers. Aujourd'hui, avec la réforme au niveau de la police, où il y a gendarmes et policiers anciens, eh bien, il y a une part de formation militaire donc dans la formation des policiers. Parce que les formes d'insécurité aujourd'hui aussi ont évolué. Et les malfrats, les hors-la-loi, n'ont eu de cesse de sophistiquer, de raffiner leurs méthodes d'action. La police devrait faire de même. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Surtout à l'ère où les formes d'insécurité qui tirent vers le terrorisme sont en train de se développer. La formation ne saurait être la même. Problème d'effectifs, ça se posait déjà, ça sautait à l'œil. Donc, je comprends la joie du numéro 1 de la police républicaine, le général Soumaïla Yaya. Moi je l'appelle encore général, c'est vrai qu'il est à la retraite et on dit on devrait l'appeler monsieur Soumaïla Yaya, mais pour moi on reste général. Donc mon général, félicitations pour cet effort, parce que quand vous êtes directeur général de la police républicaine aussi, pour que le gouvernement mette les moyens, même si le gouvernement a la volonté, c'est vous qui jouez cette pression là sur le gouvernement pour dire il nous faut donner ça. C'est beau, on peut inscrit dans un programme d'action du gouvernement. C'est sûr que le directeur général de la police est resté en intelligence avec le gouvernement, avec le chef de l'État et le ministre pour être à leur porte tous les jours, pour que ces autorités qui ont beaucoup de choses à faire puissent accélérer le volet recrutement d'effectifs. On va souhaiter simplement que ces personnes ajoutent, ces jeunes policiers ajoutent aux compétences techniques qu'on leur a données, la compétence morale qui relève de leur propre éducation. On a beau vous donner des coups pour dire un policier, ça doit être sérieux, ça ne doit pas courir derrière l'argent pour faire donc dans la connivence, ça ne doit pas
attisé avec les hors-la-loi parce qu'on veut se compromettre avec l'argent, eh bien, on peut vous avoir dit tout ça à l'école, mais si vous avez une éducation problématique à la maison, ça peut être difficile. Si d'où vous venez, on a une relation vicieuse avec les questions de corruption, ça peut être difficile. Mais avec le système de contrôle aujourd'hui sur les voies également, moi je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Et si vous avez envie que je parle comme vraiment pas l'analyste qui est dans votre studio, mais le frère d'un d'entre eux, parce qu'ils peuvent être des frères à nous tous. C'est pas que c'est personnel. Vous savez, d'où moi je suis né, quand un enfant devient policier ou devient militaire, les premières prières que les parents font, c'est qu'il ne se retrouve pas sous les balles d'un hors-la-loi. Je vais prier, parce que je garde encore un brin de foi chrétienne chez moi. Je vais prier que Dieu les protège et que ce soit eux qui aient toujours le dessus sur les hors-la-loi, surtout contre ceux qui s'adonnent au terrorisme, parce que là-bas maintenant ce sont les policiers, les militaires ensemble qui opèrent pour les repousser, et l'armée béninoise, on va dire les forces de sécurité et de défense du Bénin commencent pas à avoir des succès. C'est une très bonne chose. Donc félicitations au gouvernement pour cet effort. Il faut le continuer. Mais il y a un chiffre, un coefficient que je cherche désespérément depuis très longtemps. Je voudrais que notre pays en recrute, efface les statistiques au point de nous donner, peut-être que c'est moi qui n'ai pas suffisamment cherché, de nous dire le quotient, combien de Béninois pour un policier au Bénin. Ça peut davantage me rassurer. Mais déjà, si chaque année il peut avoir des recrutements comme ça, ça va être très bien. Alors, lutter contre la délinquance et protéger les populations, c'est l'appel du ministre de l'autorité aux nouveaux recrues, protéger les populations. On sait que la police y va ces dernières années, certains policiers avec beaucoup de déviance. Alphonse. Oui, et d'abord, il faut saluer ce recrutement. Je sais qu'au niveau de la police, la dernière fois, on a fait un recrutement au niveau des municipalités. On est en train de recruter des jeunes à former qui sont mis à la disposition des communes pour renforcer la police municipale. La police municipale pour renforcer la sécurité. C'est vrai qu'ils ont été formés, mais il faut que ces policiers-là fassent preuve de conscience professionnelle sur le terrain. Parce que, qu'ils vous souviennent, moi, dans cette opération de casque, j'ai suivi un peu de choses. Il faut traiter vos compatriotes comme vos frères. C'est pas parce que vous êtes des policiers que, bon, vous avez le bâton en main qu'il faut sévir. Non, vous n'êtes pas policier pour faire du mal à vos prochains, mais vous êtes là pour les protéger contre les malfaiteurs, contre les braqueurs, ainsi de suite. Donc, il faut. Et qui Jules l'a rappelé, on ne devient pas policier pour être riche. On devient policier parce qu'on se dit qu'on a la vocation de protéger l'autre. Et donc, sur le terrain, il faut faire attention. Il ne faudrait pas que désormais, ces policiers deviennent pour les populations la terreur. Non, on doit, quand on voit le policier à côté de soi, on doit être rassuré pour dire, il est là pour me protéger. Parce qu'on les a recrutés, on les a formés. Ils savent manier les armes sur le terrain. C'est de protéger les populations, de ne pas constituer pour les populations une terreur. Et ils doivent collaborer avec les populations parce que les populations détiennent l'information. Et quand la population n'a pas confiance en vous, elle ne vous livre pas l'information. Donc, je voudrais que nos jeunes frères, nos amis, nos parents qui ont été mis en service, qu'on a mis sur le terrain, puissent faire preuve de professionnalisme. C'est très important. Et je l'ai toujours dénoncé dans les studios où je passe, je vois dans des policiers qui font preuve de zèle. On s'arrête devant le véhicule, on enjambe la roue avant d'une moto, en pleine circulation, on arrache la clé des motos. Non. Et j'ai vu ce matin, quand je venais, j'ai vu des policiers corrects, excusez l'expression, qui disaient aux motocyclistes, passez par là, véhicule, passez par là, tranquillement. Et le disaient, sourire aux lèvres, j'ai dit, voilà, ils ont compris que bon, on peut, dans la douceur, on peut appliquer on peut appliquer la rigueur dans la douceur. J'ai vu des jeunes policiers, quand vous quittez Ciné Concorde en venant vers Tokpa, vous allez voir, ils sont au beau milieu de la voie, ils envoient les véhicules de l'autre côté, et puis ils faisait ça sourire aux lèvres. J'ai pas vu un policier crier sur un usager. Donc c'est ce qu'on leur demande dans la joie, dans la gaieté, mais appliquer la loi tranquillement, parce que quand vous appliquez la loi à quelqu'un avec douceur,
sourire aux lèvres, il aura plus peur de vous que quand vous criez. Parce qu'il y a des compatriotes, quand vous montez le ton systématiquement, eux aussi montent le ton. Donc il faut que les policiers nous aident aussi. Ils sont en quelque sorte des éducateurs dans la circulation. Ils sont en quelque sorte des éducateurs parce que tous nos compatriotes ne sont pas lettrés. Ils comprennent rien de la loi. Donc il revient aux policiers tout en appliquant la loi, d'être aussi des éducateurs, des formateurs, dire aux populations désormais, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et vous allez voir, tout le monde va rentrer dans les rangs. Excusez-moi, 30 secondes. Le temps nous presse. Pour corroborer un peu le témoignage qu'il faisait, moi j'ai vu au Carrefour Ita, vous savez, quand vous êtes dans la circulation et vous êtes arrêté dans un feu, même s'il n'y a pas encore le feu vert, il y en a qui cherchent un peu de la solidarité pour partir ensemble. Quand vous partez, vous voulez violer ensemble et vous êtes tous ensemble, le policier, ça s'impose à lui. Et je vois un policier qui est debout et quelqu'un qui voulait entraîner tous les autres dans le mouvement. Et le policier, au lieu de faire comme d'autres policiers qui ne sont pas très corrects, de courir derrière celui qui voulait violer la loi et être devant, il a préféré s'occuper de ceux qui étaient derrière pour dire, ne le regardez pas, hein, vous avez une famille, non, moi j'ai une famille, laissez-le aller mourir seul. Et il s'adressait à une dame qui était sur sa moto, il dit, mais madame, regarde, tu as un enfant derrière, hein, ton mari attend à la maison. En moins d'une minute, tout le monde était gêné de violer, et il le disait en souriant. Mais l'autre a eu honte pratiquement, il s'est arrêté au beau milieu de la voie. Il avait la possibilité de continuer à violer la loi. Le policier n'a pas mis sa vie en danger pour courir derrière lui. Mais finalement, il a dû tout groggy faire reculer pour se mettre en rang. Et le policier qui rapidement a fait la baie à son second pour dire, bon ok, permets-moi que je fasse passer ma famille qui est de ce côté-là. Et je ne sais pas. Je pense que ce monsieur ne s'est pas trompé de métier. Et celui qui a été roni là, je pense qu'il n'aura même plus besoin d'un policier devant lui, arriver à un carrefour pour respecter. Et tous les autres, regarde le nombre de personnes qui ont obtempéré juste parce que le policier a parlé, a sensibilisé en quelques secondes et en souriant. Et en ne mettant pas lui-même sa vie en danger pour poursuivre le fou qui est tenté par la mort. Merci Juliandre Kitty. On va passer maintenant au troisième sujet. On va parler, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, du code électoral du Bénin qui a été au cœur des débats de la dernière session du Parlement de la CEDEAO. L'information continue de brouiller la toile. Vous avez suivi, vous Oui, bien sûr. Le député sénégalais sur la préoccupation. Oui, le député sénégalais qui est d'ailleurs mon homo. Je l'ai suivi et j'écoute depuis quelques jours sa vidéo, plus que beaucoup d'autres que j'ai suivis sur les débats au niveau du Parlement de la CEDEAO, parce que personnellement je suis en train de faire un travail sur le Parlement de la CEDEAO, c'est-à-dire la CEDEAO en difficulté, mais le rôle du Parlement que je n'ai pas suffisamment vu dans les crises qui ont secoué l'organisation ces derniers temps. Mais j'ai été heureux d'abord de constater que ça discute, ça réclame de la liberté d'expression suffisamment dans ce Parlement. Et je prépare une chronique que je vais intituler CEDEAO, pardon, écoute ton Parlement. Et le député sénégalais particulièrement, il s'est illustré en allant toucher des points que les autres n'ont pas le courage de toucher. J'ai vu après, même si dans l'utilisation de ces grandes capacités de grand orateur, parce que moi j'ai un faible pour ceux qui apprivoisent l'art oratoire, et il peut déranger, parfois quand il veut parler même des chefs d'État, même s'il dit la vérité, il y va s'emporter de gants. Mais j'ai vu une vice-présidente, une députée ivoirienne, se mettre tristement en spectacle, quitter. Très furieuse. Non, mais c'est la preuve que le Sénégalais était plus député qu'elle. Et puis, ce qui se passe à ce niveau, jusqu'à ce qu'ils viennent parler du Bénin, moi j'estime, en tant que Béninois, que le député sénégalais, ce qu'il disait, quand je mets le tout ensemble, je dis ce n'est pas mauvais en soi. Mais quand il pose le problème, les députés béninois qui siègent au Parlement
de la CEDEAO aurait pu suffisamment l'informer, parce que je le vois confondre circonscription électorale à circonscription administrative. Et puis quand il parle du Bénin, quand on rentre dans ce qui se passe au Sénégal, ou ce qui s'est passé au Sénégal il n'y a pas si longtemps, je me dis bon, est-ce qu'il a quand même compris de façon globale ce qu'il veut dire. Maintenant, ce qu'il veut dire. Donc quand il pose le problème en ces termes, pour dire il y voit l'intention du président béninois de mettre en difficulté le Bénin politique et tout, les députés béninois, tout en ne remettant pas en cause totalement ce que dit le député sénégalais, auraient pu l'amener à dire le vrai problème, ce n'est pas la personne du président Patrice Talon. Parce qu'au Bénin, pour moi qui suis au Bénin, je dis et je le répète, ce n'est pas la personne du président Patrice Talon qui est en cause. Il a pensé des réformes. Il y a des gens qui mettent en œuvre. Les institutions existent, fonctionnent de façon indépendante. Les députés qui ont adopté le code électoral, mais ils l'ont adopté de façon majoritairement, même si pour la plupart ils sont députés de la mouvance présidentielle, mais ce ne sont pas des moutons, c'est des gens, des pères et mères de famille. Ça veut dire que les représentants de la nation béninoise ont choisi d'adopter ce code électoral. Mais après, c'est une loi. Si nous constatons à l'application qu'il y a des problèmes, il y a des difficultés, c'est encore aux forces vives du Bénin de se mettre ensemble pour dire ce qui peut être modifié. Et si tous les députés béninois font des ateliers, conviennent de ce que il faut modifier telle chose pour que ce ne soit pas aussi dur à appliquer pour nous, le chef de l'État n'y pourra rien. Le chef de l'État n'a pas tort d'avoir des ambitions pour le Bénin, de dire il faut des partis politiques assez représentatifs, il faut que ceux qui vont pouvoir obtenir des postes électifs désormais sachent qu'ils ont bataillé dur et qu'ils sont connus dans tout le Bénin. Maintenant, il y a des choses, forcément que c'est pas parfait. Mais je n'aurais pas posé le problème comme le député sénégalais, mais je dis, bon, il faut pas jeter tout ce qu'il a dit, il faut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, mais je pense qu'il a, à certains endroits, il a été mal renseigné, et dans son élan de dénoncer les chefs d'État africains, il est allé jusqu'à dire ce qu'il a dit, et on peut le remonter. Je préfère que ce soit des députés béninois qui prennent la parole. Je ne sais pas s'il n'était pas au Parlement en ce moment, j'ai un faible pour ce monsieur, il fait partie de mes idoles en matière de prise de parole en public et dans l'usage du background aussi, c'est Arif Haribako. Voilà quelqu'un, quand il prend la parole, tu sais qu'il a du contenu et qu'il a la manière pour le dire. Un type comme ça aurait pu prendre la parole tout en disant tout n'est pas parfait, parce que quand il veut remettre en cause certaines choses, certaines décisions prises par le gouvernement, y compris le chef de l'État, il le fait avec élégance, mais il aurait valorisé également toute la vision qui est derrière ce qui a été fait. La députée qui devrait défendre le Bénin, défendre le code électoral du Bénin, bon, on les a pas vus, hein. C'est un lynchage, comme le dirait l'autre, sans défense. Ils ne peuvent pas défendre le code. Les députés béninois ne peuvent pas défendre le code. Je vais vous donner, quand j'ai suivi un peu la vidéo du Sénégalais, j'ai souri et je vais vous dire pourquoi. Quand on a voulu réviser la Constitution, suivez bien mon raisonnement. Il y a 7 rebelles dans le camp de la mouvance qui ont voté contre la révision de la Constitution. Et selon mes sources, c'est que ceux-là, le nombre a grandi pour rejeter le code. Mais à la veille du vote, il y a eu une rencontre chez le chef de l'État avec les députés de la mouvance. Et rapidement, c'était l'erreur des députés béninois. Ils ont raté le coche pour bloquer la relecture du code. Mais malheureusement, suite à cette rencontre chez le chef de l'État, vous avez vu ce qui s'est passé. Eux tous, systématiquement, ils ont voté pour le nouveau code. Et j'avais dit sur la chaîne nationale, j'ai donné 2 articles pour dire ça. Voilà ce que ça va donner. Et je crois que le député sénégalais est allé dans le même sens que moi. Parce que les députés, ils ont rejeté la révision de la Constitution. On a dit, bon, le nombre va s'agrandir. Et il a fallu qu'ils se rencontrent, qu'on leur parle pour que aucun des députés de la mouvance... Peut-être que le chef d'État leur a donné des explications, ils ont fini par comprendre qu'il faut avancer. Non, il faut lire les articles. On dit, vous voyez, la programmation du dépôt des dossiers. Et on dit 165 jours avant la présidentielle, c'est fait en sorte que si vous, députés, vous refusez
de donner votre, comment on appelle, parrainage. Parce qu'on a dit, vous parrainez le candidat à vous désigner par votre parti, point. Il n'y a pas de débat autour. Donc, il y a beaucoup d'éléments. Non, il y a une nuance. On a dit, si vous n'êtes pas d'accord pour le candidat désigné par votre parti politique, vous pouvez donner votre parrainage à un autre candidat, mais qui soit de même obédience. Si vous êtes opposant, s'il y a un autre parti d'opposition qui a présenté un candidat, vous pouvez lui donner votre parrainage. Maintenant, je vais mais jamais le parrainage d'un opposant à un mouvancier. La polémique aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes. J'ai vu le confrère Jean-Eudes qui a parlé du code. Si que le code, on maintient le code dans l'État, il a dit, j'ai vu l'ancien président Bouniaï, je dis, est-ce que les députés béninois sont suffisamment outillés? Sont-ils prêts? Sont-ils si libres pour demander qu'on revoie le code? Non, je pense que s'il y a des choses à revoir, ils ont la latitude, ils ont le pouvoir. Non, mais ils ont le pouvoir de faire. Ils peuvent pas. Ils ont eu la chance de ne pas laisser passer ce code-là. Ils ont eu la chance de ne pas laisser passer ce code-là, mais ils se sont tués. Tous les députés de la mouvance ont voté pour le code. Aujourd'hui, qui ne se plaignent pas. Merci infiniment. On va y revenir certainement. Actu et débat de ce jour se referme. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Patrice Abidja, Hilaire Espoir à Guémont, Job Chikpel, c'est une forte équipe. En studio, Jules-Léandre Ketty, Alphonse Moïse Soudé. Merci infiniment, chers amis, chers invités, chers amis auditeurs qui étaient à l'autre bout de cette communication. Merci à vous également. Présentation Actu Débat ce lundi. Brice Bill a été dit bonsoir.